Bienvenue dans Pour toutes ces bonnes raisons, le podcast qui explore le merchandising avec expertise. Vous vous êtes déjà demandé comment le merchandising peut devenir un véritable levier de performance pour votre marque, vos produits, votre point de vente ? Ici, je vous propose de répondre à toutes ces questions à travers un espace de partage et d'apprentissage où mon expertise et celle de mes invités viennent enrichir votre pratique quotidienne. Je suis Adrien Bernard, ancien directeur merchandising et fondateur d'AB Merchandising. Ensemble, nous allons décrypter les tendances, stratégies et les outils qui permettent de créer des linéaires performants et des expériences clients réussies. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et surtout, retrouvons-nous sur LinkedIn et Instagram pour continuer ces discussions. J'aimerais tout simplement vous dire merci, vraiment un immense merci à vous, parce que chaque semaine, chaque mois, je suis forcément les stats, mais vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, à le partager, à laisser des avis et aussi à me faire des feedbacks après les épisodes. Donc merci, vraiment grâce à vous pour toutes ces bonnes raisons, figure désormais dans les podcasts les plus écoutés sur Apple Podcasts dans la catégorie marketing. C'est pas l'objectif premier, mais en tout cas c'est une très belle reconnaissance et ça donne de la motivation pour aller chercher des invités toujours plus passionnants et pour vous proposer des épisodes de qualité. Alors sincèrement, merci. Et pour revenir au sujet du jour, on entend souvent parler d'innovation, de l'intelligence artificielle, on parle souvent du magasin du futur, de concepts, de nouveaux concepts, d'expériences, que ça soit immersive ou autre. Mais est-ce qu'au final, le plus grand risque aujourd'hui, c'est peut-être de passer à côté d'une innovation et de croire que chaque innovation est une révolution? Parce que un véritable signal faible ou un effet de mode, parfois la frontière, elle est plutôt mince. Alors comment faire la différence ? Comment repérer les changements qui vont réellement transformer le commerce, éviter des biais qui nous poussent à copier ce que font les autres, et surtout, comment développer un regard capable d'anticiper plutôt que de réagir. Mon invité du jour a fait de cette observation son métier, et depuis des années, il parcourt les magasins, les salons, analyse les innovations, décrypte les évolutions du commerce et les tendances pour aider les enseignes à prendre les bonnes décisions. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Mathieu Joly, fondateur de Synapse. Et je vous souhaite surtout un très bon épisode. Écoute, avant de lancer pour le podcast, alors déjà tu m'as dit que tu revenais d'un petit voyage à Berlin. Je sais pas si tu veux rapidement nous en parler. Et ensuite, on passe sur la partie, on va dire, du podcast pur et dur. Donc voilà. Donc tu étais à Berlin là, c'est ça ? Ouais, j'étais à Berlin. La semaine dernière, j'ai passé 5 jours à Berlin. En fait, ça correspond assez finalement à l'activité de Synapse. J'avais un salon à couvrir qui était la version européenne du GITEX. C'est un salon qui a lieu plutôt dans les Émirats historiquement, qui est grosso modo un équivalent d'un Web Summit ou d'un Vivatech, si tu vois ce que c'est. Et puis c'était aussi l'occasion pour moi, parce que ça faisait peut-être 2 ans que j'avais pas couvert Berlin, d'aller regarder les magasins. Ce qui avait de nouveau, ce qui a changé, ce qui perdure. Et donc ouais, ça fait aller 60 km à pied. La ville est grande. Ça marche. Mathieu, comment t'aimerais que je te présente et puis par la même occasion, comment on devrait entre guillemets présenter ou résumer Synapse ? Alors tu vas voir, je suis très mauvais en pitch. Il y a des journalistes qui me présentent comme le troublion du commerce. Ok. Je ne sais pas si c'est positif ou pas. Généralement, je me considère moi comme un expert du commerce de façon large, parce que ça va me permettre d'introduire Synapse, mais moi je considère que si tu vas chez Leroy Merlin un dimanche en conduisant une Peugeot dans laquelle tu as mis de l'essence chez Total Energy, avec quand tu as la pompe à essence des vêtements achetés aux Galeries Lafayette, en les ayant enfilés après avoir pris une douche grâce à de l'eau chaude d'EDF, et que tu vas payer avec ta carte bleue BNP Paribas, tout ça pour moi c'est le commerce. Et donc en fait, moi mon point d'intérêt c'est finalement ce qui réunit toutes ces entreprises. C'est simple, c'est moi, Mathieu, mais ça peut être toi Adrien, et ça peut être finalement n'importe qui est un consommateur. Et le job de Synapse, c'est d'essayer de comprendre finalement comment ces individus évoluent, sont en train de muter, et comment finalement les acteurs économiques, qu'ils aient des magasins, que ce soit des marketplaces, que ce soit des e-commerçants, finalement doivent s'adapter à cette évolution du consommateur de façon un peu globale.
Et donc, grosso modo, si je te fais l'offre, mais l'idée, c'est de poser, en tout cas, moi, ma vision de ce qui vient de se passer au cours de l'année écoulée, à peu près début décembre, et puis d'essayer d'envisager ce qui va se passer dans les 3 à 5 ans, même si à l'heure actuelle, je pense que c'est très ambitieux déjà d'estimer C'est ce qui va chaud, se ouais. passer à 6 mois. Et puis, tout au long de l'année, après, c'est de nourrir mes abonnés avec de la veille, des innovations de services, des innovations de magasins, un réseau de startups. D'aller regarder après ce qui se passe concrètement à la fois sur les salons, en termes d'innovation, qu'elle soit high ou low-tech d'ailleurs, mais aussi d'aller regarder ce qui se passe en point de vente, physique ou digital, donc d'aller couvrir un certain nombre de villes, de résumer ça tous les 15 jours avec un webinaire, et parce qu'on est dans le pays de Descartes, de croiser ça avec un peu de data, donc analyser le comportement de consommation avec 5000 Français et plus de 200 enseignes en clair. Voilà. Ok, bah Donc, écoute, super intéressant. Donc ouais, synapse, moi je le définis comme étant une espèce de zone d'ouverture de chakra, d'un espace d'inspiration qui va ouvrir les chakras, finalement sortir les acteurs de leur quotidien pour aller leur montrer ce qui se passe à côté et essayer de les inspirer dans leur réflexion. Ok, bah écoute, très clair. En tout cas, je suis ravi de t'accueillir dans le podcast et je pense que c'est aussi dans les attentes des auditeurs, c'est voilà, d'ouvrir, comme tu disais, les chakras et beaucoup d'attentes en tout cas sur qu'est-ce qui se passe au-delà de son enseigne, de son point de vente. Eh ben, go. J'imagine que c'est pas ton premier podcast. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'en faisais dans mon ancienne vie. Ah, c'est vrai? Ouais, j'en faisais quand j'étais dans une structure qui faisait de la prospective au sein de BNP Paribas qui s'appelait l'Échangeur, qui avait été, elle, fondée largement avant que j'arrive. Elle a été fondée quand j'ai commencé à travailler, donc en 1996. Elle avait été créée par les Galeries Lafayette. Pourquoi? Parce qu'en 96, c'est l'arrivée d'une révolution industrielle qui s'appelle Internet. Et grosso modo, les Français y croient pas parce qu'on a le Minitel. Et le DG à l'époque, Philippe Lemoine, s'était dit que ça pourrait avoir un impact sur la consommation et le commerce. Comme quoi, il a eu raison. Au fil des années, moi j'avais rejoint l'échangeur et suite à une réorg interne, j'ai décidé de créer Synapse, qui globalement est la continuité de ce que je faisais avant. Hein. Quand j'ai envoyé un mail à mes clients disant on ferme, ils m'ont dit c'est con. J'ai dit bon, on n'a qu'à continuer. Et finalement, Synapse existe depuis 2 ans sur cette base là et continuer ce qu'on pouvait faire ensemble auparavant. Et qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de faire cette observation du commerce, ton métier? Enfin, qu'est-ce qui t'anime? Enfin, qu'est-ce qui te grise finalement au quotidien? Ce qui me grise au quotidien, ça reste la curiosité. Alors, moi, je suis issu j'ai grandi, tu vois, en banlieue parisienne, mais j'ai passé toutes mes vacances dans un village de 1500 habitants en Vendée. Et finalement, j'ai toujours fait l'aller-retour entre finalement une vie assez urbaine et une vie, au contraire, très campagnarde. Je pense que j'ai grandi dans cette logique du bon sens paysan. Et finalement, quand j'ai commencé à bosser, j'ai fait beaucoup d'études de marché. J'ai commencé stagiaire, j'ai été conseiller, etc. Et quand j'ai commencé à recruter des gens, je leur disais, mais comment tu peux donner un conseil à une entreprise si tu ne vois même pas comment ces produits sont vendus, quoi. Donc, va en magasin, va en rayon, essaie les parcours d'achat, et après, tu pourras dire si la recette, elle est bonne, le prix, il est bon, la promo, elle est bonne. Et finalement, j'ai toujours gardé cette logique de curiosité et aussi de challenge finalement de l'existant. Me dire que l'existant, c'est bien, ça existe, mais est-ce que finalement c'est la meilleure solution? Est-ce qu'on peut trouver mieux, plus efficace, plus rationnel? Ok. Voilà. Sans nous dévoiler, mais est-ce que tu as une méthodologie? Et en fait, si je te pose la question, c'est que finalement, je me rends compte que quand je fais mes visites de magasins, que ce soit pour un audit ou un retail tour, j'ai souvent un peu la même trame ou la même façon d'analyser. Toi, est-ce que c'est toujours quelque chose de très finalement très méthodologique ou finalement tu te laisses embarquer et à la fin tu viens de poser tes conclusions? Ouais, je pense que j'ai zéro méthodo. Quand je sors d'une journée de visite de magasin, il y a toujours des clients qui me disent mais comment tu as choisi les magasins? En fait, moi je l'ai choisi parce que pas forcément parce qu'il y a à l'intérieur ou le parcours, ça me permet juste en fait d'illustrer mon histoire. Ça me permet de me dire quand je vais parler de la Gen Alpha, ok, il me faut un magasin Alpha et finalement je vais pouvoir moi construire un narratif autour de ce point de vente.
Sur l'efficacité opérationnelle, pareil. C'est peut-être jamais les meilleurs magasins, les plus efficaces, les plus efficients. Mais en tout cas, je trouve que ils permettent d'illustrer mon propos. Et c'est comme ça que j'ai choisi. Tu vois, Berlin, quand j'y suis allé, je pense que ça faisait 2 ans que j'y étais pas allé. Je devais avoir une liste de 40 magasins à visiter. D'accord. Sur ces 40 magasins, objectivement, je vais y retourner pour les marchés de Noël avec mes abonnés. On va y aller en décembre. Sur les 40 magasins, je pense que j'ai dû en garder 5. Mais pour autant, en marchant dans la rue, j'ai vu des trucs, je suis rentré à l'intérieur et finalement, ça m'a parlé. Donc, ouais, allez, j'ai 15 magasins en plus qui n'étaient pas dans mes listes initiales, mais finalement, qui me semblent ultra pertinents d'aller regarder. Tu vois. Ok. Donc, il n'y a rien de scientifique. Et ça, c'est vachement bien à l'heure de l'IA, parce que c'est difficilement pompable. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais et du coup, enfin, je sais pas, t'as des abonnés ou des retailers des fois qui te sollicitent en disant mets ça sur ta liste de visites ou tiens, on a travaillé je sais pas, un nouveau modèle. En tout cas, on t'alimente. Ouais, bien sûr. En fait, mon libellé officiel de job, c'est connecteur. Ce qui n'est pas forcément le plus simple à faire parce que de toute façon, encore une fois, je suis tout seul dans Synapse, donc tu vois, j'ai pas non plus une équipe sur laquelle m'appuyer pour faire plein de connexions. Mais effectivement, je trouve que c'est intéressant de voir qu'au fil des années, tu arrives à nouer effectivement des relations de confiance, ce qui fait que quand quelqu'un, en tant que consommateur, en tant que pro, a visité un magasin, ouais, il va me l'envoyer. Ouais. J'ai finalement des relais aujourd'hui, à la fois en France, à l'étranger, qui me permettent aussi de travailler ma veille. D'accord. Voilà. Ouais, c'est top. Et après, le débat, c'est est-ce qu'ils ont effectivement le même œil que moi sur les magasins? Pas forcément. Il y a des gens qui sont très merch. Il y a des gens qui vont être très dans l'expérience client. Il y a des gens qui vont plutôt aller regarder des logiques d'opérationnalité finalement des collaborateurs. Et finalement, tout ça arrive à me nourrir, quoi. Et ça me permet aussi d'ailleurs de rester peut-être plus alerte et moins figé dans ma vision de ce qu'est le commerce, sachant que ouais, j'ai quand même le profil du bobo parisien de plus de 50 ans et que finalement, par rapport à des générations alpha ou par rapport à des générations qui ont 65 ans, ma façon de consommer n'est pas identique et donc il y a forcément cette remise en question que je dois faire en permanence, quoi. D'accord. Ouais, je mets de côté parce que ça fera partie d'une prochaine question, mais Ah, ok. d'accord. Mais ok. Et du coup, t'arrives en tout cas à mettre le doigt sur des signaux faibles ou potentiellement à détecter des tendances avant les autres. Et est-ce que tu as un fil conducteur? En tout cas, est-ce que tu as des indicateurs que tu checkes systématiquement, type, je sais pas moi, l'encaissement ou la partie opérationnelle, je sais pas. Ouais, ta question, elle est en 2 parties. Sur Oui. la capacité à choper des signaux faibles en avant, je ne sais pas si c'est tant des signaux faibles, des choses qui émergent. Alors oui, probablement, parce que moi, mon quotidien, c'est de faire de la veille, donc forcément, j'ai une acuité et j'ai peut-être finalement un côté blasé au bout de 6 mois parce que je vois les mêmes choses. Ouais, effectivement, tu vois des choses. En fait, si tu es alerte, tu vois les choses arriver un peu en avance. L'IA, elle est arrivée un peu en avance. Si tu avais une veille bien construite, si tu discutais avec des gens, tu savais que la Gen AI allait arriver et tu pouvais anticiper son impact sur le business et notamment sur la découverte. Donc je trouve qu'il y a effectivement des signaux qui sont là. Il faut juste pouvoir effectivement les capter et tu vas les capter d'autant plus que finalement ça raconte mon histoire ou pas, ou c'est en lien finalement avec mon histoire. J'ai oublié ta seconde question. C'était si tu as des indicateurs, mais Non, j'ai en pas tout cas, forcément. Alors j'ai des choses que je check, ouais. ouais. Je suis obligé d'aller checker forcément l'utilisation de l'IA aujourd'hui en interne, parce que de toute façon c'est la question. Je trouve que dans la logique du client, il y a beaucoup moins de choses. Je regarde finalement moi ma matrice quand je rentre dans un magasin, c'est ma matrice d'INO. En fait, moi j'ai une conviction qu'il y a 2 choses dans ma matrice. Il y a la rapidité du commerce. Est-ce que tu es en slow ou en fast commerce? Et c'est l'équivalent du slow food ou de la fast food. La fast food, c'est bien, c'est rapide, c'est efficace, c'est pas cher, mais c'est pas bon. Mais ça fait le job. Et ça, je pense qu'il y a toute une logique du commerce très rapide, très efficace, très opérationnel, qui va finalement faciliter la vie du consommateur. Et puis après, il y a la slow food, qui est plus lente, qui est beaucoup plus qualitative,
qui pose à un moment la question de la renta. Et je pense que le magasin, notamment aujourd'hui, il est sur cette ligne de crête. Je ne sais pas s'il doit choisir l'un ou l'autre, ou s'il doit choisir les deux, ou s'il doit s'adapter en fonction de ses zones de chalandise. Mais en tout cas, le conso, il évolue entre ce besoin d'efficacité, de ne pas s'embêter à faire ses courses alimentaires, etc. Mais cette notion finalement du long terme, du plaisir. Et finalement, cette vision entre slow et fast, c'est ce qui me permet, quand je rentre dans un magasin, de me dire, est-ce que finalement ce magasin, il a résolu les pain points, il est dans l'efficacité. C'est finalement une innovation très court-termiste, mais c'est un niveau d'excellence opérationnelle qui fait que quand le consommateur rentre, il se dit ok, ça répond à mes attentes. Ça, c'est vraiment le court terme, l'innovation transactionnelle / pain point. Problématique, deux concurrents ont les mêmes pain points, donc vont apporter les mêmes solutions. Et donc pour moi, il y a cette grille aussi quand je rentre dans le magasin de me dire, est-ce que finalement il y a une logique très émotionnelle dans ce magasin? Est-ce que ce magasin finalement il a un effet waouh, il a un merch incroyable, ou alors est-ce qu'il y a des super collaborateurs qui ont une relation à moi qui est top? Et je pense que c'est les deux choses dans lesquelles je dois faire le plus attention aujourd'hui quand je rentre dans les magasins. Un magasin très opérationnel, parfait, je le garde. Un magasin 100% expérientiel, je suis plus dubitatif. Tu vois, notamment si on prend les magasins très new-yorkais, où il y a cet effet waouh, tu vois, qui est très fort à New York. Je suis pas persuadé qu'il soit totalement duplicable en Europe et en France. Donc voilà, mes grilles, c'est slow, fast commerce, ce que j'appelle raison, émotion. Et finalement, tu vois, je trouve dans les signaux faibles, pour revenir à ta première question, je trouve qu'il y a un signal qui s'est accéléré avec l'agentic commerce, qui est finalement la notion du KPI du commerce. C'est quoi le KPI du commerce? Ok. Le taux de clic pour un site e-commerce, ok, bon, tout le monde l'a. La renta au mètre carré pour un magasin physique, ok. Moi, je pense que, et je vois ces magasins apparaître de plus en plus, que le vrai KPI du commerce à 5 ans, c'est la renta au client. Et que savoir si tes mètres carrés sont rentables ne doit pas être, dans 5 ans, un critère d'analyse de la performance d'un magasin. C'est ultra facile parce que je gère pas de magasin, je suis un consultant, je peux donner toutes les leçons que je veux à distance. Mais je trouve que le e-commerce nous a mis dans l'omnicanalité en nous disant finalement le consommateur il peut acheter n'importe où. Et l'essentiel c'est qu'il achète au final. Et je trouve que sur l'agentic, ça rajoute encore une couche dans cette logique de rentabilité, quoi. Ouais, je rebondis. Et c'est vrai que tu vois, j'ai une approche très rentalinaire et je vais beaucoup rapprocher de la perf sur de la surface d'expression du métrage, mais j'ai beaucoup de mal à embarquer, comme tu le dis, la renta du client et de prendre d'autres éléments de fidélisation et des KPIs plus omnicanaux, quoi. Donc c'est très compliqué pour moi. Ouais, c'est évidemment très compliqué. Et je te dis, il y a quelques magasins qui le font bien. Tu vois, je trouve que un Maïf Social Club à Paris, hein, c'est un magasin qui pourtant créé en 2017, qui a passé le Covid, etc. Mais il n'y a pas cette volonté d'avoir une rentabilité court terme. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est pas un magasin, en tout cas, c'est clairement pas un endroit où tu peux souscrire une assurance puisqu'il n'y a pas de souscription. C'est avant tout un espace dans lequel tu vas venir voir une exposition, pouvoir travailler sur place avec un espace de cowork gratuit, pouvoir discuter avec des personnes, pouvoir manger sur place. Il y a une boutique éco-responsable. Et finalement, tout ça, je trouve que ça illustre assez bien cette logique de travail du long terme. J'ai des mètres carrés qui me coûtent très cher en plein marais dans Paris, mais ils vont créer la préférence de marque qui font que demain, si Mathieu il a besoin effectivement d'un nouveau contrat d'assurance, eh ben, il pensera à Maïf en priorité, quoi. Ouais. Et je trouve que cette approche, elle est ultra intéressante. Et du coup, à l'inverse, tu mets le doigt sur des sujets qui te semblent sous-estimés ou vraiment qui sont pas bien abordés et pour autant qui sont extrêmement importants. À très court terme, je trouve qu'il y a deux sujets qui sont sous-estimés. Alors, dans un contexte d'innovation autour de l'agentic et de buzz autour de l'agentic, qui est un buzz légitime. Autant je pouvais avoir des doutes sur du Web3, etc. Autant l'impact de l'agentic sur le commerce, il est évidemment indéniable.
Je pense à l'inverse que le buzz se concentre sur l'Adjantique et qu'on oublie quand même un fait majeur, c'est qu'il y a les 85-80% du business à minima qui est fait dans un magasin physique. Et sur tous les discours que j'entends en ce moment, cette notion de magasin physique semble totalement éloignée. Et je pense par contre que l'enjeu qui va arriver, c'est dans ce magasin physique, c'est quoi son plus? Son plus, c'est le collaborateur. Et donc, comment je fais monter en expertise le collaborateur? Et en tout cas, comment je passe d'une logique de conseiller, de vendeur à un expert? Parce que moi, consommateur, je préparais déjà mes achats avant sur le e-com. Je vais les préparer et avoir des recommandations via l'Adjantique qui fait que mon niveau d'expertise va encore passer un cap. Et je pense que là, si on n'arrive pas à faire évoluer la compétence des employés magasins et leur expertise, ben, il va y avoir un gap qui va encore se créer entre moi, consommateur, et la personne en face, qui fait que je me poserai la question pourquoi aller en magasin, quoi. Et je pense que ce sujet de monter en expertise me semble encore, mais c'est perso, hein, un peu sous-estimé. Et en tout cas, en tout cas, on n'en parle pas assez. Ouais, je partage l'importance en tout cas des hommes avec un grand H sur tout ça. Après, c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a des efforts pour autant qui sont mis, mais j'ai pas la réponse. Est-ce qu'ils sont assez importants? Est-ce qu'ils sont sous-estimés? Mais en tout cas, oui, ça a le mérite de reposer l'importance des équipes dans ces schémas. Ouais, parce que je trouve qu'en fait, ça fait 2 ans à peu près, hein, quand je regarde toutes mes bases d'innovation quand je prends tous les services, les magasins, les startups, sur mes 10 dernières années, je trouve qu'il y a une rupture, elle est 2022, où l'innovation qui était très concentrée sur la partie client finalement, s'est recentrée sur l'interne. Parce qu'il y avait des gains très rapides et importants à faire sur la renta. Je pense qu'on a beaucoup investi sur l'efficacité du collab, en disant ce collab, il va gagner du temps et on va le réinvestir sur le conseil. Ouais, mais qu'est-ce qu'on propose réellement pour que lui, il ait gagné en compétences, quoi? C'est pas juste, si on prend le collab tel qu'il est aujourd'hui et qu'on lui redonne du temps, il va pas monter en compétences. Et donc, il y a ce gap-là, voilà, qui me semble critique, en tout cas, dans les 2 ans à venir, quoi. Ok. Non, mais très, très clair. Attends, je te coupe un instant, Adrien. Toi qui écoutes, ton magasin, il est aux normes énergétiques aujourd'hui? Ou toi aussi tu repousses ce sujet jusqu'au moment où ça devient urgent? Entre le décret tertiaire, les coûts qui explosent et les obligations qui arrivent, beaucoup d'enseignes subissent au lieu d'anticiper. Et ça, c'est un angle qu'on oublie souvent quand on parle merchandising. Parce qu'avant de vendre mieux, encore faut-il un magasin qui fonctionne. C'est exactement là que Modio intervient. Ils accompagnent les projets de transformation, de rénovation et de mise aux normes, de la réflexion jusqu'à la réalisation. Bref, ils transforment un sujet complexe en un plan d'action concret. Pour toutes ces bonnes raisons, on les recommande. Du coup, tu as des applications, alors je dis applications, mais en tout cas, tu as des points que tu as vus qui t'ont vraiment impressionné, des choses où vraiment tu es ressorti avec un effet waouh. Ouais. Alors en janvier, j'ai découvert, parce que de toute façon c'était leur arrivée dans les pays occidentaux, j'ai découvert Luckin Coffee, donc le Starbucks chinois, hein, qui a ouvert depuis 2017. Ça fait 7 ans qu'ils existent, ils ont 30 000 restaurants en Chine maintenant. Ils ont quand même réussi à supprimer Starbucks. Et ils ont ouvert été 2025 peut-être, ou à la rentrée 2025, plusieurs cafés dans New York. Je pense qu'en termes d'application retail, j'avais jamais vu ça. En tout cas, voilà. L'idée, hein, c'est grosso modo l'équivalent d'un Starbucks. La différence, c'est que l'espace est très petit et que tu ne peux pas commander sur place. Tu es obligé de commander via l'application. Donc, même si tu es dans la boutique, même si tu as quelqu'un qui est en face de toi, il ne prendra pas la commande. Donc, tout est 100% digital. Donc, tu retrouves une logique très chinoise, très asiatique, hein, sur une intégration des outils digitaux qui n'est pas du tout celle qu'on a nous en Europe ou aux US. Et une fois que tu as commandé, c'est assez bluffant. Donc l'appli, tu peux évidemment personnaliser à donf ton café. Tu peux mettre toutes les options que tu veux. Et une fois que tu as payé, là, tu reçois dans l'application et sur SMS. Donc moi, j'ai dû commander, je sais pas, on va dire à 11h10. Et je reçois votre boisson sera prête à 11h16. Ok. Donc tu te diriges vers ton café. À 11h15, notification, c'est prêt.
Donc, à la fois dans la personnalisation et dans l'efficacité opérationnelle, j'ai rarement vu aussi bien. Voilà, j'ai rarement vu aussi bien. Et à court terme, il y en a une autre qui me bluffe un peu parce qu'elle combine à la fois une approche B2B/B2C. C'est Home Depot, donc l'enseigne de bricolage américaine, qui a lancé un programme autour de l'IA agentique qui s'appelle Magic Apron, donc le tablier magique. Ils ont tous un tablier dans leur magasin. Donc il y avait une partie très consommateur, et là ils ont réussi à connecter finalement l'intégralité des API, des flux, pour pouvoir proposer une expérience, notamment je trouve aux pros qui viennent acheter chez eux, qui est assez bluffant. Voilà. Et ça, ouais, en termes d'application, tu vois, en termes de digitalisation, ceux-là ils m'ont vraiment bluffé, quoi. Ok, bah écoute, je connaissais pas, donc je me les suis notés là. Je remettrai les différents liens dans les descriptions du podcast pour ceux qui nous écoutent, mais je vais creuser. Voilà. En tout cas, si vous avez un VPN, vous pouvez toujours essayer le parcours d'achat sur le Kinkoku. Vous récupérerez pas votre café à New York ou à Shanghai, mais vous pouvez en tout cas le tester sans problème. Tout à l'heure là, au début de l'épisode, tu disais que bon, c'était dur déjà de se projeter dans quelques mois, mais je vais te forcer un peu à te mouiller, mais un bon magasin dans 10 ans, et peut-être c'est pas la bonne temporalité, mais voilà, en tout cas un bon magasin dans le futur, selon toi, il va ressembler à quoi? Est-ce que tu es capable de nous dire un peu les orientations, les points en tout cas qui vont fortement évoluer? Est-ce qu'il sera full IA? Si j'avais la réponse, je serais riche. J'aurais créé une autre boîte que Synapse. Je serais le plus grand consultant de la Terre. Le full IA, évidemment, j'y crois pas. Tout comme je crois pas à l'impact global, en tout cas horizon 3 ans de l'agentique sur le magasin. Je vais répondre à ta question, mais je fais juste une aparté. Dans la mode de l'IA agentique dans laquelle on est, il y a une question qui est peu posée, c'est est-ce que l'IA agentique va briser le plafond de verre qu'a atteint le e-commerce? C'est-à-dire que si on regarde bien, ça fait OK, le e-commerce progresse plus vite que le magasin physique, OK, bon, sur des rythmes qui sont de l'ordre de 5 à 6%, bon. Mais on sent bien qu'on arrive un peu au plafond et que ça va être compliqué d'aller beaucoup plus loin. Est-ce que l'agentique peut casser le plafond de verre? Il y a des gens qui considèrent que oui. Je suis tombé sur une étude qui me disait qu'il y avait 36% des dirigeants d'entreprise, notamment US, qui considéraient que ça allait finalement faire grossir le gâteau du commerce au global. Moi, j'y crois pas que le gâteau du commerce va progresser. Il va rester étal, voire il va se restreindre. Je ne crois pas à court terme que l'agentique va casser le plafond de verre du e-commerce. Pourquoi? Parce que le magasin a réussi globalement, et encore les chiffres le montrent, à résister en partie au e-com. Je pense que le magasin à horizon plusieurs années sera donc pas full IA. Peut-être que dans sa mécanique opérationnelle, l'IA sera évidemment ultra présente. Encore une fois, pour recentrer le collaborateur sur son job, le conseil. Moi, le magasin, je le vois comme autour d'un mot qui est complice. Est-ce que le magasin, il doit être waouh, il doit être incroyable, il doit être extraordinaire, il doit être ultra efficace? Je pense que le magasin qui va réussir sera le magasin qui me parle à moi, Mathieu. Un magasin dans lequel je rentre et dans lequel je me sens bien ou un peu comme à la maison. Et je crois que c'est ça l'enjeu. C'est ultra compliqué à faire parce que Mathieu, il est différent d'Adrien, il est différent de Tata Monique et du petit dernier qui a 12 ans. Mais le magasin, il doit être cohérent par rapport à sa clientèle et par rapport à ce qu'il propose. Et c'est ce travail de cohérence, je pense, qui va faire que le magasin va résister sans trop de difficultés dans les prochaines années. S'il ne bataille que sur le prix, que sur l'offre, que sur l'efficacité, il se démarque pas. Enfin, le e-com le fait, l'agentique le fait, voilà. Après, si on prend le magasin, il veut rien dire. Enfin, je veux dire, une agence bancaire et un supermarché, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes logiques de fréquentation. Moi, je crois absolument pas que l'agentique aille attaquer Leclerc, Carrefour en proxy. Ils ont résisté au e-com. Il n'y a aucune raison que demain je fasse confiance à un truc automatisé qui va faire
mon fond de placard pour moi. Je vois pas ce que je vais y gagner réellement en consommateur. Et de toute façon, la façon la plus rapide, simple, efficace de faire mes courses, c'est quand même d'aller dans le magasin, quel qu'il soit. Donc je pense que là, effectivement, il y a un débat sur ce qui est le non-al, et notamment sur les magasins projets, projets d'ameublement, projets de rénovation, projets bancaires, financiers, où là, effectivement, c'est là où tu as besoin d'avoir quelqu'un en face qui est un expert. Ouais. Et que si derrière, tu vas dans un magasin juste parce que tu veux récupérer de la cam ou les achats et que tu avais tout préparé, je vois effectivement pas l'intérêt d'un magasin, ou alors faisons des magasins qui sont des magasins d'entrepôt, mais ne faisons pas des magasins expérientiels. Tu vois, je restais juste dans ma vision là, je reprécise juste ce que j'ai précisé entre raison et émotion au début, quoi. Ouais, non, mais c'est très C'est un clair. peu là-dessus. Si je lis quand même entre les lignes, tu es plutôt rassurant sur le merchandising et le futur du merch. Tu penses qu'il a quand même toujours son rôle à jouer sur, à la fois, comme tu disais, de l'efficacité opérationnelle, mais aussi peut-être le côté émotion ou en tout cas moyen de rendre un magasin plus complice. Oui, alors pour moi, il n'y a aucun débat, quoi. Il y a pas de débat dessus. Alors si tu prends les études récentes, là, toutes les études qui arrivent nous disent que la Gen Z, ils veulent voir des gens en magasin, quoi. Ils veulent aller en magasin, quoi. C'est les millennials qui, parce qu'ils ont grandi finalement dans ce e-com tout puissant, ils se sont dit non, mais les Gen Z veulent aller en magasin. Les Gen Z et les AFA sont les générations les plus déprimées de la Terre parce que finalement très isolées socialement parlant. Donc le magasin, il a ce rôle à jouer. Encore une fois, pour jouer ce rôle, il faut qu'il propose un truc. Est-ce qu'on arrivera sur des magasins, tu sais, la vague du retailtainment qu'on a connue il y a 10 ans? Oui. Moi, j'y croyais pas à l'époque. Je vois pas pourquoi j'y croirais demain, quoi. D'autant plus que voilà, ça pose la question de la rentabilité de ces mètres carrés de plaisir pur. Je pense vraiment que si tu arrives à avoir un magasin très cohérent dans l'approche et qui parle finalement à la cible, il y a zéro débat, il va résister, quoi. Ouais. Je te donne un exemple, parce que j'y pense en parlant. À Londres, tu vois l'enseigne Happy Socks, les chaussettes, Non. chaussettes très colorées, anciennes suédoises. Donc le fondateur, carton plein, le fondateur a une gamine qui fabriquait des bracelets et qu'elle vendait sur les marchés à Stockholm. Ouais. Et donc elle a besoin de matières premières, et cette matière première, elle l'achetait historiquement sur les sites chinois ou sur Amazon. Et en fait, un jour, elle se dit, mais tiens, pourquoi est-ce que ça n'existe pas, les magasins dans lesquels je pourrais aller chercher ça, quoi. Et donc son père, quand tu as de l'argent, la vie est plus simple. Son père lui dit, pas de problème, on va lancer l'enseigne, et on crée l'enseigne. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de 30 magasins. Il y en a notamment un, alors vous pouvez aller dans les Nordiques, mais il y en a notamment un à Londres. Et là, j'ai un magasin qui est, moi, boomers, incompréhensible, vraiment incompréhensible, et j'ai amené plein de délégations là-bas, et personne ne le comprend, mais qui est en cohérence avec les alphas, quoi. Et en fait, ils ont cette logique de complicité parce que c'est un magasin qui parle. Tu viens, tu choisis des patchs, des perles, tu vas pouvoir faire tes charms, customiser ta coque d'iPhone. Donc, tu achètes toute la matière et tu la construis sur place. Et donc, tu la construis avec un cercle, ton iPhone, ton téléphone qui est mis, et tu filmes TikTok. Et donc, tu es en live TikTok, finalement, quand tu construis. C'est encore une fois, pour moi, inutile. Le produit en lui-même est inutile. L'expérience ne me parle pas. Mais le flux est là, les clientes sont là, ça cartonne. Et si tu veux lancer ton magasin demain, je dis, en France, il n'y a pas de magasin, franchise-toi et balance ça. Tu fais un tabac, c'est sûr. C'est sûr. Bon, écoute, ça y est, t'as peut-être lancé. Moi, je le ferai pas. mais du coup, t'as des idées un peu du panier moyen et du nombre de références, quoi, parce que c'est plein de petites poupouilles, j'imagine. C'est plein de petites perles, de poupouilles. Le panier moyen, je vais te dire une bêtise, donc je préfère pas te le donner. Moi, mon critère, c'est le rythme d'évolution et d'ouverture du magasin, quoi. Ils étaient Nordiques, ils ont Londres maintenant, ils sont partis Émirats, ils sont en train de déployer partout en Asie. Voilà, donc finalement, ça correspond à une attente d'une génération, et ils arrivent au bon moment pour proposer l'offre. Encore une fois, le magasin, il est évidemment très coloré, plutôt très bien travaillé en termes de merch, mais il n'est pas forcément extraordinaire dans sa logique de parcours client, quoi. Tu vois, enfin, tu peux faire mieux sur la gestion de l'attente, tu peux faire mieux sur la démarque inconnue.
mais il est ultra cohérent. Donc, dans cette logique de complicité du magasin, je trouve que c'est un vrai magasin à tester, quoi. Écoute, je me le suis noté. Je vais, pareil, je le mets dans ma to-do list là. Oh, Je vais creuser. Je connaissais pas du tout. Ouais. c'est Soho à Londres. Il y a un magasin à Paris. Il y a un corner de mémoire au bon marché. Ok. Mais j'y suis pas allé. Et je me suis noté Happy Socks, du coup. Ouais, alors Happy Socks, c'est vieux. Happy Socks, je suis sûr que si tu regardes les gens dans la rue, tu vas trouver des gens qui ont des chaussettes Happy Socks. À date, aujourd'hui, ça serait quelle enseigne qui t'inspire le plus, ou en tout cas qui te ouais, Qui m'inspire le titille en plus, ce moment. Ouais. allez, je continue à pas citer des Français. Je cite un Français, mais après je te donne l'enseigne. Le Français, c'est Fnac, Ok. qui quand même a compris que vendre des produits, c'était pas un business model pour après-demain. Mhm. Donc la transformation stratégique de Fnac en vendeur de produits, en vendeur de services me semble ultra pertinente. Grosso modo, ça leur revient toujours plus cher. Enfin, tu achètes toujours plus cher finalement en Chine, et on voit bien qu'un bateau arrive à casser le commerce mondial quand il est en travers du canal de Suez, et tu vends toujours moins cher ton produit en France, concurrence prix. Donc ton niveau de marge est forcément baissier. Et donc je trouve que l'idée de repartir sur une politique de service et de vente de services qui finalement est plus engageante sur le long terme, il y a une idée qui est ultra pertinente. L'enseigne que je regarde le plus en ce moment depuis 3 ans, je pense, c'est des Néerlandais, c'est Coolblue. Donc Coolblue, c'est Darty Boulanger D'accord. aux Pays-Bas. Site de e-commerce qui a ouvert ses magasins, qui est arrivé en Belgique et qui a cartonné en Belgique et qui un jour a dit tiens, il faut que j'arrive dans un autre pays. J'ai le choix entre la France et l'Allemagne. Ça a été l'Allemagne, au grand bonheur des distributeurs français, et donc il est en frontal d'un MediaMarkt Saturn. Ah oui. 2 critères de performance, la renta, je suis rentable ou pas rentable, et les NPS. D'accord. NPS global à 74, et je dis les NPS parce que dans leur stratégie interne de rentabilité et de NPS, chaque famille de produits a son propre NPS. Ah, c'est excellent. Si je te dis, tiens, machine à laver le linge, c'est quoi la problématique consommateur numéro 1 sur la machine à laver le linge? Tu parles de la panne ou dans l'acte d'achat, enfin du critère de choix? Dans l'acte d'achat, ouais. Je dirais le prix et la capacité. Pas Ouais. comment le. Alors, je t'en rajoute un, c'est la livraison. La livraison Ouais. et l'installation. Oui. Ok. Livraison, installation, si tu prends par exemple la télé, dans l'acte d'achat, c'est la diagonale. C'est quoi un 32 pouces? Et est-ce Ouais. qu'un 32 pouces, ça rentre, tu vois? Et donc derrière, sur la télé, tu as à la fois sur l'application la capacité à voir la taille sur ton mur, basico-basique, mais très bien. Il y a la même chose en magasin où tu vois des écrans qui s'agrandissent ou qui rétrécissent en magasin pour te montrer ce que c'est une télé X pouces. Sur la machine à laver le linge, c'est la mise en eau le plus compliqué, livraison, mise en eau. Et en fait, ils avaient des NPS pourris et ils se sont dit, bah, il faut qu'on corrige. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réinternalise la livraison. D'accord. Donc, ils ont embauché des livreurs qui livrent avec le sourire. Le NPS explose, bouche à oreille, chiffre d'affaires qui réexplose. Et donc, cette logique de NPS appliquée ligne produit par ligne produit, elle est quand même assez redoutable. Et je pense que c'est une idée qui me semble ultra pertinente. Ouais. Voilà, ils s'attaquent à l'Allemagne, ils progressent en Allemagne. J'étais à Berlin, ils viennent d'ouvrir à Berlin il y a début juin. Donc, je ne suis pas du tout inquiet pour eux, mais c'est une enseigne qu'il faut aller regarder de près. Et notamment dans sa posture de vente, elle a des magasins. Ils affirment qu'il y a 30% du flux qui vient en magasin qui vient pas pour acheter, qui vient pour poser une question. Pas forcément sur de la réparation, mais question d'utilisation de mon smartphone, de ma machine à laver. À l'intérieur, le café est gratos. Toute personne qui entre à l'intérieur est qualifiée et donc peut se suivre sur les écrans qui vont suivre les files d'attente. Et derrière, il y a une logique de second degré de l'enseigne. C'est bizarre pour des Néerlandais à la base, mais en tout cas, il y a du second degré. Et il y a une communication qui est, par exemple,
si tu viens avec ton gamin, que c'est son anniversaire, ils vont lui offrir une boîte de Lego. Ils vont t'envoyer une carte écrite à la main, donc une carte postale écrite à la main pour te remercier, et toujours, encore une fois, dans un décalage de tonalité qui est assez intéressant. D'accord. Ok, bah écoute, c'est Voilà. noté aussi, hyper intéressant. J'adore cette idée de NPS un peu cluster, enfin, par Ouais. famille, par univers. Et tu vois, je reviens sur Fnac, mais chez Darty, souviens-toi, Darty a lancé les avis longue durée, qui Oui. est une des plus belles innovations de ces 5 dernières années en France. Donc, plutôt que de faire ce NPS à chaud, tu fais un NPS à froid un an après, et tu arrives en fait à combiner les deux sur le site internet. Il y a une idée qui est ultra pertinente derrière. Du coup, tu l'as un peu évoqué juste là. J'allais te poser la question si tu avais une innovation vraiment que tu as vraiment envie de partager ou qui est vraiment le cas d'école parfaitement réussi. Donc là, tu as parlé de la vie client longue durée de Darty. Tu penses à d'autres choses? Ouais, alors j'irai chercher, je reste à l'étranger, hein. J'ai décidé que je ne parlerai pas d'enseigne française aujourd'hui. On va passer. Je reste à l'étranger, on va aux US. On va parler d'une boîte qui fait des robes de mariée, qui s'appelle David's Bridal, qui est une entreprise qui en 2023 avait quasiment la clé sous la porte et qui s'est dit je vais devenir non plus une entreprise qui vend des robes de mariée, mais une entreprise de tech. Et donc ils ont intégré Ok. l'IA. L'IA pour tout, en interne, en conception de produits, partout, en parcours client. Et là, ils ont lancé un truc qui s'appelle Pearl Planner, qui est finalement ton assistant IA qui va te permettre de planifier ton mariage. Ouais. Voilà. Et c'est plutôt bien vu. Ça leur permet de se transformer progressivement en marketplace, donc d'avoir aussi des sources de revenus qui changent un peu et qui se diversifient. Et récemment, par exemple, ils viennent de lancer la garantie de la taille, donc le fit guarantee, puisqu'en fait, tu achètes ta robe de mariée toujours un peu avant ton costard. Or, aux États-Unis, il y a historiquement une épidémie d'obésité qui est en train d'être traitée avec un médicament, avec l'Ozempic. Et c'est d'ailleurs une thématique que j'ai vue apparaître que dans les salons américains, mais il n'y a pas une conférence aux États-Unis qui ne parle pas de l'Ozempic et du GLP-1, et donc de ta perte de poids. Et donc, en fait, comme tu as acheté ta robe 6 mois avant et que tu essayes plutôt d'avoir maigri pour ton mariage, ta robe, elle te va plus. Et donc là, tu as des garanties prix, quoi. C'est des gens qui ont réussi à pivoter en l'espace de 3 ans d'une situation qui était vraiment pas très bonne en termes de business à une situation totalement renouvelée. Je trouve que c'est plutôt bien vu. Il y a plein de petites initiatives à l'intérieur qu'il faut aller creuser. Ok. Du coup, Mathieu, quitte à rester sur l'étranger et pas s'embrouiller, tu as un concept que tu trouves surestimé ou que finalement c'était beaucoup de bruit pour pas grand-chose? Surestimé, alors j'en ai plein, mais par nature, je les exclus de ma veille, donc je les oublie. Ah. Problème. Je pense, non, là, j'ai pas de nom à te donner en concept surestimé. Je réfléchis en même temps. J'ai des concepts qui ont mal vieilli et Ah, je prends, ouais. qui me déçoivent. Je pense que le Lego est un peu dans cette temporalité-là. Ah ouais? Ouais, qui reste une best practice, mais qui est en train de diminuer un peu progressivement, un peu dans les derniers magasins que j'ai vus, il y a un peu des retours en arrière. Et je me posais la question sur les parcours clients. Souvenons-nous qu'il y a, je pense, 10 ans, si tu m'avais posé la question des best practices, je t'aurais forcément dit Apple et Sephora, qui ont disparu du radar. Voilà. Il y a une best practice dont personne parle trop en ce moment, mais qui reste Nespresso quand même. Voilà, notamment sur la partie gestion de l'omnicanalité qui reste belle. Et ouais, je pense que j'irai chercher Lego, ça va pas leur plaire encore une fois. Mais voilà, je me pose la question en tout cas tu vois, dans 2 ans Lego, j'attends de voir. Et encore une fois, Ouais, non, mais le business me donne tort, hein. Le business me donne tort, je le conçois tout à fait. Mais j'attends de voir. Ok. Et là aujourd'hui, c'est quoi le pays qui, je vais dire en avance, mais en tout cas celui qui est hyper intéressant dans tes études, ou en tout cas celui que tu surveilles de près? Sur la partie rupture technologique, forcément la Chine et les US, puisque c'est eux quand même qui ont les LLM, donc on est obligé de les citer. Avec après tous les effets de buzz qui sont liés quand même à du financement et une recherche continuelle de financement
qui font qu'ils prennent la parole en permanence pour nous faire croire que la transformation est totale déjà. Je pense que pour nous, pour un commerçant, la destination où il faut aller, c'est le Royaume-Uni et plus particulièrement Londres. Ah ouais. Ouais, parce qu'il y a un poids historique du e-commerce qui est un rapport de 1 à 3 par rapport aux autres pays européens. Ils sont à peu près 30. Enfin, un dernier rapport d'e-marketer dit part de marché du e-commerce, Allemagne, France, Italie, Espagne, globalement 10%, versus 30% au Royaume-Uni. D'accord. Donc, ils se sont déjà adaptés finalement à ce e-commerce très puissant. Et donc, forcément, ils vont chercher des concepts, notamment de magasins, qui sont plus rupturistes que nous. Tu vas trouver des magasins entrepôts, tu vas trouver des magasins 100% sur l'efficacité et la gestion du temps. Tu vas trouver des magasins, non pas showroom, mais slow room, dans lesquels tu vas au contraire totalement ralentir. Tu vas trouver des magasins qui ne font pas de chiffre d'affaires et ne veulent pas en faire, mais sont là pour générer de la préférence de marque, de l'histoire. Voilà. Moi, ça fait 2 ans où effectivement, avant, j'allais à Londres à peu près 4 fois par an. Ouais, aujourd'hui, j'y vais 6 à 8 fois, quoi. Parce qu'il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un truc à aller voir. Tu vois, un de mes 2 magasins de l'année dernière, il était à Londres. C'était, ça s'appelait Style of Our Own. C'était un pop-up qui a duré 3 mois, ouvert à l'occasion du championnat d'Europe de foot féminin et de la Coupe du monde de rugby féminine, qui réunissait, que je dise pas de bêtises, 30 entrepreneuses britanniques qui avaient développé des produits pour favoriser la pratique sportive des femmes. D'accord. Plutôt que d'acheter ta paire de chaussures chez Nike, qui finalement est adaptée à un pied féminin, ils ont développé des paires de chaussures faites pour les femmes. Et là, il y avait une idée quand même à la fois sociétale qui était ultra pertinente, qui était cette idée d'aider une cible très spécifique, les femmes, que des entrepreneuses, le tout sponsorisé par Mastercard, et avec un parcours qui était à la fois très transactionnel et très expérientiel aussi. C'était vraiment un très beau magasin qui a fermé depuis, mais qui en théorie doit réouvrir cette fois-ci à Los Angeles pour les prochains Jeux Olympiques. Ça marche. Et en tout cas, les fondateurs, c'était leur projet. Et voilà, ça c'est très bien fait. Et après, tu vas toujours trouver, suivant les villes, des magasins passionnants. Alpine à Paris, c'est top sur l'évolution du modèle économique lié à la vente de voitures. En Allemagne, par exemple, si un jour vous allez à Cologne, passez faire un tour à la fois chez Globetrotter, qui a été le premier magasin expérientiel ouvert en 2015 et qui a inspiré en partie le concept de Decat. Mais là, il y a Thalia, qui est une librairie qui combine totalement réseaux sociaux, magasins physiques. C'est assez bluffant, quoi. Ah, c'est super intéressant ça. Ouais, parce que le marché du livre aujourd'hui, il est tiré par TikTok. Ouais. Je rappelle que TikTok est le sponsor principal du salon du livre maintenant. Donc le marché du livre, il est tiré par TikTok, et derrière, tu vas trouver un magasin dans lequel il y a évidemment l'offre, BookTok, mais il y a aussi un studio qui te permet de faire tes podcasts, qui te permet de diffuser live sur TikTok. Tu as une combinaison, notamment sur les avis libraires, entre la vie physique et la vie digitale via l'application, qui est très bien faite. Un peu d'expérience derrière. Tu as un café, évidemment, parce que tu es en Allemagne. Tu as une petite aire de jeu pour les enfants. Tu as des micro-détails, des bouquets de fleurs sur les tables, fleurs fraîches. Voilà. Il y a une combinaison du social et du magasin physique qui est très bien vue, et tous ces micro-détails sur le magasin où tu te dis bravo, quoi. En tout cas, ce que je trouve hyper intéressant. Alors, en fait, 2 choses. C'est que je m'attendais pas à ce que tu parles de Londres. Je pensais vraiment que tu allais nous parler de, je sais pas, de l'Asie, voire je sais pas, Pays-Bas, Benelux, tout ça. Donc, je trouve ça intéressant. Et après, pour l'exemple là de la librairie, je trouve aussi que c'est des petites actions, on va dire, opérationnelles. Tu peux très facilement aussi un peu transformer ton magasin. Enfin, ça ne demande pas une révolution profonde. Voilà, tu peux y aller par petites touches et apporter vraiment quelque chose de différenciant. Enfin, oui et non. Je sais. Oui, mais
Euh, alors oui, parce qu'évidemment les petites touches elles sont bien faites et qu'il n'y a pas besoin, encore une fois, je pense pas. Alors pourquoi l'Asie? Pourquoi pas l'Asie et pourquoi pas les US? Euh, Parce que c'est pour moi des modèles qui sont pas duplicables en Europe. Pour plein de raisons, à la fois usage de la technologie en Asie et mètres carrés et coût du travail, grosso modo aux US, où je pense que c'est compliqué de dire ces concepts-là, on peut les mettre tels que en Europe, j'y crois pas. Le 8 mai, il est que de toute façon, on peut innover par petites touches et que c'est ces petites touches qui vont créer quelque chose qui finalement est cohérent à la fin. C'est pas forcément un truc, voilà. À l'inverse, moi, l'innovation par petites touches, je prends mon magasin et je change un truc et je regarde si ça change la renta de mon magasin ou le chiffre d'affaires de mon magasin au total. Ben non, ça peut pas le changer parce que c'est à la base une petite touche. Donc je suis assez convaincu, moi, sur des secteurs qui sont un peu en difficulté ou qui se reposent beaucoup de questions, les concessions automobiles, les agences bancaires, voilà, que tu as besoin à un moment de tout casser et d'essayer autre chose, quoi. C'est pas la petite. Tu peux avoir ces micro détails à l'intérieur, mais ton innovation, elle doit être entre guillemets brutale. D'accord, très clair. Voilà. Écoute, Mathieu, on arrive à la fin de cet épisode. Je voulais aussi un peu innover du coup. L'idée, c'était des petites questions un peu en mode ping-pong, mais est-ce que tu as un livre là en ce moment, je sais pas, un podcast ou quelque chose un peu à nous recommander ou un outil? Outil, non. Livre pro, non. Perso, lisez Matin Brun de Frank Pavlov, c'est très bien. Ok. Mais il y a l'intérêt, si je le prends pro, parce que je l'ai relu il y a pas longtemps, c'est sur cette logique de pensée unique, c'est qu'on voit bien finalement que chacun, que t'es pas obligé de copier ce que font tous les mondes et d'être dans la mode du moment, et que tu peux te décaler, avoir une approche un peu différenciante et tout à fait réussir. Ok, je note. Je sais pas, un tips de ton organisation. Je me pose beaucoup de questions là en ce moment sur, tu vois, mon organisation et notamment justement si l'intégration d'IA là-dedans. Je sais pas. Ben, j'ai pensé pendant longtemps que l'IA allait me sauver et, Et non? et non. Donc probablement si quelqu'un écoute le podcast et peut m'aider, je suis preneur de toute solution, mais ça n'a pas résolu mon problème et ça notamment ça fait toujours pas le job de la veille et je pense que c'est un élément qu'il faut qu'on ait aussi en tête. Dans un métier de consultant comme le mien, il y a beaucoup de gens qui tu vois, quand je vais faire, je sais pas, quand je vais à Londres la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit mais par rapport au magasin qu'on a vu, on en a vu 10. Ouais, l'IA m'en a donné 2. Enfin, j'avais 20 à 30% des magasins qui étaient dans la reco de l'IA. Et en fait, D'accord. j'ai pas réussi à savoir si c'était bien ou pas bien. Je pense que c'est pas bien parce qu'il en manque 7. Ça veut dire qu'il en manque entre 7 et 8. Donc ça veut dire que j'ai quand même un boulot à faire. Mais ça veut dire aussi que ça fait pas forcément le job. Donc voilà. C'est tips Ouais. IA, allez-y quand vous voulez. Moi, je maintiens par contre qu'il faut continuer à tester, à aller en magasin, à regarder, hein, et à pas déléguer ce travail-là, en tout cas ce travail de veille et, euh, et d'être confronté finalement à la réalité. Tu vois, là, on a cité beaucoup de magasins, de services. Bah, je peux vous vendre un magasin, vous dire va voir Coolblue, quoi. Enfin, regarde Coolblue, mais non, si tu veux regarder Coolblue, il faut que tu ailles dans un magasin, il faut que tu ailles sur le site internet, que tu testes les parcours clients, c'est la seule façon de tester, quoi. Et pour terminer, un invité, quelqu'un que tu me recommandes pour le podcast ou quelqu'un que tu as en tête? Ouais, ça te permettra en plus de tester la traduction en temps réel. Euh, Ah mince. non, une des personnes avec qui j'ai discuté récemment, c'est des Américains. C'est une agence slash startup qui s'appelle Andon Labs. Et donc, un de leurs CEO, c'est Lucas Peterson. Et eux ont une approche test and learn de l'IA et ont confié déjà à 3 IA internes la possibilité d'ouvrir un magasin. Ah ouais. Ouais, et je trouve que, tu vois, dans cette logique de mixité, ce qu'on se disait un peu dans le podcast, il y a des trucs qui sont intéressants. Ils ont, par exemple, ouvert récemment un café à Stockholm. Ah, mais c'est Ils ont, eux, oui. ouais, voilà, c'est J'ai eux. vu Donc, passer. ils ont ouvert ils ont pris un bail commercial. Ils ont filé un budget à leur IA qui doit s'appeler soit Lisa, soit Mona, j'ai un doute. En tout cas, dans ce café.
Et après, à elle d'ouvrir le café. Donc, ça quand même veut dire faire les travaux, gérer, ouvrir un compte bancaire, gérer l'ouverture de la terrasse avec la mairie, passer la commande, recruter des gens, les gérer au quotidien. Et voilà, je trouve que dans une logique de projection, tu vois, sur l'après-demain, sur les tendances, c'est intéressant. Je sais pas si c'est ce que tu voulais, mais ça sera ma recommandation. Non, hyper intéressant. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Avant que je fasse la conclusion, est-ce que je peux te laisser aussi un peu le mot de la fin? Est-ce que tu as une dernière punchline, une dernière info, quelque chose à nous partager? Puis après, je clôture cet épisode. Gardons un bon sens paysan. Et que la réalité aujourd'hui, et remettons l'église en tout cas au centre du village, aujourd'hui le business il est fait en point de vente physique avec des collaborateurs. On peut les équiper avec autant d'IA qu'on veut. L'agentic commerce n'est pas pour demain ni après-demain. Donc en tout cas, concentrons-nous sur ce qui fait nos forces aujourd'hui et je pense réfléchissons aussi aux impacts sociétaux derrière et au rôle derrière demain d'une marque et d'une enseigne vis-à-vis de la société face à la mutation fondamentale qu'on va vivre à horizon 10 ans. Je pense que c'est un champ que les entreprises peuvent préempter, soit au global national si elles sont immenses, mais en tout cas vis-à-vis de leurs collaborateurs aujourd'hui. Eh bien, je vais être très honnête. Je m'étais noté 3 choses par rapport à ce que je retiens de notre échange, notamment avec la gène alpha, l'IA dans les process, mais attention à avoir des équipes expertes et surtout un magasin complice, en tout cas un magasin cohérent par rapport à sa clientèle. Mais je vais être très honnête, je pense que ta conclusion est nettement plus puissante que la mienne, donc je vais rester sur ta conclusion si t'es OK. Voilà pour finir l'épisode. C'est cadeau. Écoute, Mathieu, merci beaucoup. Je repartagerai tous les liens, en tout cas, des épisodes qui peuvent aller avec celui-ci, en tout cas tous les exemples que tu as pu nous citer, et puis bien évidemment les liens avec Synapse que vous pouvez découvrir. Voilà. Mathieu, merci beaucoup, c'était hyper intéressant, c'était une limite trop court, mais je te remercie en tout cas. On se donne rendez-vous l'année prochaine, hein, et puis on fera un update. Allez, vendu. Ça marche. En tout cas, merci Adrien pour l'invite, c'était top. Top, merci. À plus, ciao. Je vous dis encore merci pour votre écoute et surtout à très bientôt pour un nouveau rendez-vous dans Pour toutes ces bonnes raisons. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos linéaires et continuez à nourrir votre passion. Et je vous fais un petit rappel, chaque épisode sort un jeudi sur 2. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.